Bonjour, bienvenue au Parlement européen pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et l'actualité de la semaine, c'est bien évidemment cette mer Méditerranée, cette Mare Nostrum qui devient de plus en plus un cercueil pour les migrants. Face à la tragédie, l'Europe convoque un sommet extraordinaire. Urgence oblige. En 2015, un migrant meurt toutes les 2 heures en Méditerranée. Regardez le reportage. Impressionnante opération de secours, au large de la Grèce cette fois, mais pas seulement. Les informations se suivent et se ressemblent. Des centaines de migrants en perdition, au large de la Libye. Un appel au secours. Le drame de ces naufragés à répétition est bien réel. Celui survenu dans la nuit de samedi 18 au dimanche 19 avril a choqué par son ampleur. 800 morts, selon le HCR. Des hommes, des femmes et enfants qui périssent, noyés. La semaine dernière, il y a eu 2 des plus graves naufrages qu'on ait jamais connus. 400 personnes sont mortes et les survivants sont arrivés à Reggio de Calabre mardi matin. Et hier, nous avons appris la nouvelle des 700. Des chiffres qui font froid dans le dos. 35 000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe depuis le début de l'année. Et 1600 sont portés disparus. Le problème ici, ce n'est pas le nombre de réfugiés qui arrivent par la mer. L'année dernière, entre janvier et avril, 26 600 migrants sont arrivés. Cette année, ils étaient 22 000 migrants environ. Donc, le flux migratoire est resté le même. Ce qui change, c'est le nombre de morts. L'année dernière, à la même époque, il y en avait 96. Aujourd'hui, il y en a 1600. C'est ça la grande différence. Les candidats à l'exil viennent essentiellement de Libye, de Syrie ou d'Érythrée, des pays en guerre où la situation politique est loin d'être stabilisée. C'est un véritable enfer partout en Libye. À partir du moment où tu es un étranger, le fait que tu sois blanc ou noir n'a pas d'importance. Tu n'es pas un citoyen, tu es en enfer. L'Union européenne est prête à réexaminer la répartition des demandeurs d'asile au sein des 28 et plus seulement au sein des pays du sud de l'Europe. L'Europe qui mise aussi sur la formation d'un gouvernement stable en Libye, principale porte de sortie vers l'Eldorado européen. Alors, nous a rejoint sur ce plateau Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, président de la commission des budgets ici au Parlement européen. D'abord, une réaction à la vue de ces images, de ces migrants qu'on tente de secourir depuis les côtes grecques ou même italiennes. Ce sont des tragédies qui se multiplient. Des hommes, des femmes, des familles, des enfants qui fuient la misère, qui fuient la guerre, l'instabilité autour du bassin méditerranéen. Mais l'Europe est mise en cause. L'opinion publique s'interroge. Que fait l'Europe? Et l'Europe... Ils ont raison, ceux qui mettent en cause l'Europe? Je crois qu'ils ont raison. Mais ils doivent mettre en cause la façon dont l'Europe fonctionne. Le gouvernement de l'Europe. En fait, il n'y a pas de gouvernement en Europe. Et l'image que donne l'Europe, c'est l'image de l'impuissance. C'est l'image pathétique des minutes de silence. Nous attendons une puissance européenne. Et donc, de la part des chefs d'État et de gouvernement, un engagement plus fort. Et pourquoi une telle impuissance? On l'a dit, les drames se succèdent, Parce que se répètent. chaque chef d'État et de gouvernement essaie de prolonger l'illusion qu'il aurait encore en main des prérogatives de souveraineté, diplomatique, militaire, numérique, fiscale, énergie. Il faudrait intégrer tout ça, fédérer tout ça? Il faut fédérer. Sinon, nous donnerons l'image d'une Europe impuissante et l'Europe deviendra la cible et l'argumentaire de tous les populistes. Donc il faut en sortir. Fédérer, là, même la surveillance des frontières, fédérer une... Naturellement, forcément. Et donner à Frontex les moyens dont Frontex a besoin. Savez-vous, par exemple... Voilà, vous êtes spécialiste du budget. Lorsqu'une... Oui, eh bien, c'est 120... L'opération Triton, voilà, qui a remplacé Mare Nostrum. 120 millions, mais c'est infiniment moins qu'était Mare Nostrum auparavant. Oui. C'est 120 millions par an. C'est la moitié du budget de la Fédération française de football.
c'est un montant dérisoire. Frontex est installé à Varsovie. Et il faut savoir que... Frontex, c'est l'agence européenne de surveillance des frontières. Qui surveille, qui coordonne, mais dont les pouvoirs sont... 10 millions de budget par mois. Absolument. Et normalement, lorsqu'un pays accueille une agence, il signe une convention de siège pour faciliter les conditions de vie des collaborateurs qui ne sont pas du pays où est cette agence. Eh bien, il faut savoir que depuis 11 ans qu'existe Frontex, la Pologne n'a toujours pas signé la convention de siège, ce qui complique singulièrement l'accueil de collaborateurs autres que polonais à Varsovie. Donc il faut que l'Europe bouge incontestablement et il faudra en tirer les conséquences au plan budgétaire. Il faut qu'on ait les moyens. Est-ce que l'Europe elle a les moyens de ses ambitions budgétairement, financièrement, en période de vache maigre, de rigueur? Les États isolément ne peuvent rien faire et ils n'atteignent l'effectivité de la souveraineté qu'en partageant cette souveraineté. Donc il y a urgence à faire bouger la façon dont l'Europe est politiquement pilotée. Il faut aller vers ces pays d'où partent ces bateaux et coopérer avec les autorités locales lorsqu'il y en a, être présent pour empêcher le départ de ces bateaux. Vous avez parlé d'urgence, justement. Le chef de l'État, François Hollande, en a parlé aussi de cette urgence. Je vous propose de l'écouter et on réagit juste après. Si nous ne traitons pas les causes même de ce qui produit ces drames, la première, c'est qu'il y a un État, la Libye, qui n'est plus un État, et donc qui ne contrôle rien, voire même qui laisse faire. Il y a aussi des pays qui sont à l'abandon, je pense à l'Érythrée, et avec des réfugiés qui sont de plus en plus nombreux. Je pense aussi à ce qui se produit au Sahel, la France joue son rôle. Donc il nous faut traiter ces causes-là. Et puis il faut lutter contre le terrorisme. Parce qu'il faut savoir que ceux qui font les trafics, qui mettent des personnes sur des bateaux pourris, des vaisseaux qui sont faits pour disparaître en mer, on en sait davantage maintenant sur ce qui s'est passé sur la Méditerranée. C'est-à-dire avec un bateau où, hélas, les familles étaient enfermées et ne pouvaient pas sortir. Eh bien, ce sont des terroristes. Et en luttant contre ces trafiquants, nous lutterons contre le terrorisme. En luttant contre le terrorisme, nous lutterons contre ces trafiquants. Parce qu'ils se financent sur la misère du monde, ils se financent sur la détresse, ils se financent sur la mort. Jean Arthus, ces filières d'immigration clandestine, c'est quelque part du terrorisme, comme le dit le chef de l'État? Oui. Oui. Et si l'on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il faut qu'il y ait un pilotage politique, un gouvernement. Ce qui est en cause, c'est la gouvernance de l'Union européenne. J'espère qu'on en tirera les leçons et qu'on trouvera les moyens de travailler ensemble plus étroitement et de mobiliser les moyens nécessaires pour recréer les conditions de fonctionnement normal d'un État dans tous ces pays qui sont en difficulté. Également de mobiliser des moyens appropriés pour le développement de ces pays. Les personnes qui tentent de venir vers l'Europe sont des personnes qui fuient à la fois la guerre et la misère. Et la misère économique. D'accord. Vous êtes aussi donc le président de la commission des budgets ici au Parlement. Je voulais revenir sur cette actualité aussi économique avec vous. Le plan Juncker, un plan qui vise à rebooster l'économie dans l'Union européenne. Absolument. 315 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a un vote en plénière en juin, si je ne m'abuse. Le Parlement a été extrêmement prompt. Il s'est mobilisé largement puisque nous avons eu deux commissions qui ont travaillé conjointement, la commission Econ et la commission des budgets. Nous y avons associé deux autres commissions, TRAN et ITRE, et 9 autres commissions. Au total, 13 commissions du Parlement européen ont travaillé ensemble pour rapidement convenir d'un mécanisme permettant, dès l'été prochain, la mise en œuvre du plan Juncker. Il s'agit de combler ce déficit d'investissement qui affecte l'ensemble de l'Union européenne. Et en stimulant l'investissement là où il peut activer l'économie, susciter la croissance. Politique de relance par l'investissement. C'est pas seulement de la relance, c'est vraiment de l'investissement. C'est de l'investissement d'avenir, c'est de la recherche, c'est des réseaux. C'est quoi concrètement alors pour le Français qui nous écoute? C'est des réseaux de communication, ce sont des laboratoires de recherche qu'on va aider, ce sont des PME auprès desquels la BEI va pouvoir intervenir et le Fonds européen d'investissement. C'est vraiment une mobilisation générale, 315 milliards
pour l'investissement, pour la croissance et pour l'emploi. C'est sans précédent. Nous allons entrer en conciliation avec le Conseil. Nous sommes entrés dès ce matin en conciliation avec le Conseil. Et j'ai bon espoir que le 24 juin prochain, le Parlement européen va pouvoir approuver ce mécanisme permettant la mise en œuvre, la mobilisation de ces moyens, de ces capitaux privés, avec des garanties consenties par l'Union européenne et par la Banque européenne d'investissement. C'est, je crois, un message très fort. Il faut que les États membres également appuient cette nécessaire confiance pour que l'Europe reparte de l'avant. Merci Jean-Arthur, on vous sent passionné sur le sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, place au magazine. Les élections législatives en Grande-Bretagne, c'est pour bientôt, c'est le 7 mai. Un thème principal, l'immigration, comme vous allez le constater dans ce reportage de Rim Benhammer. Ils sont pompiers, musiciens, avocats. Leur point commun, ce sont tous des immigrés installés en Grande-Bretagne. Et ils font partie de la campagne « Je suis un immigrant » lancée par le mouvement contre la xénophobie. 15 migrants ont pris la pause et s'affichent fièrement dans 400 stations de métro et bus à travers tout le pays. Parmi eux, Wendy, une biologiste américaine arrivée il y a 9 ans. Elle dénonce la montée du racisme en Angleterre. Les gens disent des choses horribles, des choses très choquantes, comme « tous les immigrés devraient être renvoyés chez eux ». Mais ici, c'est chez moi. Je n'irai nulle part ailleurs, c'est écœurant. Pour les associations de défense des migrants, il y a donc urgence à agir. Ce projet a vu le jour grâce au financement participatif. En 2 semaines, 44 000 livres collectés. Le timing ne doit rien au hasard. La Grande-Bretagne est en pleine campagne pour les élections législatives de mai. Le moment idéal pour faire passer leur message. Nous ne sommes pas pour l'ouverture totale des frontières. Nous sommes un mouvement responsable, mais nous voulons que les migrants ici soient protégés, respectés, et que ce qu'ils apportent au Royaume-Uni soit valorisé. Donc c'est un message pour tous les partis politiques. Faites attention quand vous mentez sur les immigrés. L'immigration est donc plus que jamais au cœur de la campagne. Après le succès du parti anti-européen et anti-immigration UKIP aux dernières élections européennes, toutes les formations politiques se sont emparées du sujet. Pour Peter Whittle, candidat de UKIP dans cette banlieue du sud de Londres, son parti a simplement libéré la parole. Ce n'est pas une campagne anti-immigrés. C'est juste que le sujet de l'immigration en Angleterre a été exclu du débat public. Les gens avaient peur d'en parler parce qu'ils étaient automatiquement traités de racistes. Est-ce que je peux compter sur votre soutien? C'est sûr, je voterai pour vous. Leur discours très ferme sur l'immigration séduit. Instaurer des quotas, un système migratoire à point et surtout sortir de l'Europe. Ils sont crédités de 15% d'intention de vote. Dans cette circonscription, Peter Whittle affronte Spencer Drury, le candidat du parti conservateur. La droite tente de chasser sur les terres de UKIP. À leur tour, les conservateurs proposent un référendum sur l'Europe et durcissent le ton sur l'immigration. David Cameron veut une limite plus claire sur le nombre de personnes qui entrent en Grande-Bretagne. Mais nous voulons surtout poser des limites sur le système social. Quand on rencontre les électeurs, l'une de leurs principales critiques, c'est que les immigrés viennent réclamer des aides sociales. Nous devons être très clairs, nous ne permettrons pas aux gens de profiter du système de ce pays. Grande nouveauté de ce scrutin, même les travaillistes font campagne sur ce thème. Ils proposent de renforcer les contrôles migratoires et de limiter l'accès aux prestations sociales à 2 ans pour les migrants. Gareth Thomas, candidat du Labour aux élections, justifie ce revirement. Nous voulons sévir contre l'immigration illégale. Nous voulons un contrôle plus strict de nos frontières pour lutter contre les passeurs. L'immigration est un vrai sujet et nous devons avoir un débat politique sur ce sujet, tout en condamnant les attitudes racistes et xénophobes. Ce scrutin est très serré. Les conservateurs sont crédités de 30%, comme les travaillistes
Aucun n'aurait donc de majorité claire au Parlement et ils devront former une coalition. UKIP pourrait alors entrer en jeu grâce aux alliances et pousser le nouveau gouvernement à durcir sa politique sur l'immigration. Voilà un reportage de Rim Benhammer. 2 députés européens britanniques nous ont rejoints. Jean Lambert, bonjour, vous êtes membre du Green Party, le parti des Verts. À vos côtés, Richard Corbett du Parti travailliste. Bonjour. Donc on va pas refaire la campagne britannique ici. D'abord, vous êtes député européen. Je voulais vous poser une question sur ces naufrages en Méditerranée de ces migrants qui veulent aller vers l'Eldorado européen, souvent britannique. Une réaction ? C'est bien clair que ces naufrages sont terribles. C'est rien de nouveau. Moi, j'étais à Lampedusa il y a presque 10 ans maintenant et c'est toujours la même chose. Il y a des, comme on dit en anglais, les larmes de crocodile. C'est très triste, mais on ne fait pas grand-chose. Et je crois qu'on doit améliorer l'aide aux Méditerranée, mais on doit donner aussi la possibilité de venir en Europe pour trouver l'asile. Et ça, c'est hors de question en ce moment. Richard, c'est évidemment épouvantable. J'espère quand même que ça va réveiller l'Europe. C'est quand même un problème commun. On ne peut pas dire que c'est un problème italien ou grec. C'est un problème commun. On doit agir ensemble. Mais la Grande-Bretagne a un peu réagi à sa manière quand même. À Calais, dans le port de Calais, elle a construit un grand grillage en France pour empêcher les migrants de passer. C'est une autre question. Ils ne sont pas dans des bateaux qui risquent de couler quand même. C'est un problème tout à fait différent. C'est des gens qui sont déjà entrés dans l'Union européenne. Et il s'agit de voir dans quel pays aurait dû procéder à l'examen initial de leur demande d'entrée. Revenons au sujet qui nous intéresse. On a vu dans le reportage de Rim Benhammer, on a interrogé beaucoup d'immigrés installés près de Londres. Ils disent que l'immigré fait peur en Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il y a du racisme en Grande-Bretagne? Oui, c'est clair. Il y a du racisme en Grande-Bretagne. Je crois que ça, c'est en train d'augmenter à cause de le débat dans le cours de la campagne électorale, même avant. Il y a vraiment une idée que d'être immigré, c'est quelque chose d'honteux. On ne doit pas être ici. On cherche à l'argent sans rien faire. Et ce n'est pas la réalité. Mais je crois que ça a augmenté pendant la campagne électorale. Oui, pas tout le monde, heureusement, a cette attitude, mais une grande minorité. Et UKIP est très malin. Il essaie de jouer sur ça et de lier ça à l'Union européenne. En fait, la majorité des migrants au Royaume-Uni viennent dehors de l'Union européenne. Nigel Farage, il dit « Ah oui, tout ça, c'est à cause de la libre circulation en Europe ». En Europe, il y a autant de Britanniques dans les autres États membres de l'Union européenne qu'il y a de ressortissants européens au Royaume-Uni. C'est équilibré. En plus, il paie bien plus en contribution fiscale qu'il ne coûte à l'État. Donc, du point de vue du nombre ou du point de vue du coût, c'est un bénéfice pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Mais Farage, très malin, essaye de retourner ce débat. Vous parlez de Nigel Farage, le patron de UKIP, mais Ed Miliband, le chef du Parti travailliste, lui-même veut renforcer le contrôle migratoire. Il l'a dit. Est-ce que c'est devenu une obsession nationale? Est-ce que le Royaume-Uni va devenir une forteresse? Il y a quand même des différences, des sacrées différences, je dirais. Ce que le Parti travailliste veut faire, c'est regarder un aspect très particulier. Chez nous, beaucoup de prestations sociales et de santé sont financées par la fiscalité, pas par des contributions. Dans la plupart des pays, il faut d'abord avoir contribué avant de pouvoir bénéficier. Chez nous, ce n'est pas le cas pour toutes les choses chez nous. Et on dit seulement qu'il faudrait que les migrants qui arrivent chez nous attendent et contribuent pour la fiscalité pendant un certain temps avant de pouvoir bénéficier. Autrement, tous les migrants de l'Europe risquent de venir chez nous. Mais ce n'est pas un problème, pas du tout la même chose que veulent les racistes ou UKIP ou ce genre de parti.
Alors la campagne, elle bat à son plein hein, chez les grands, comme le Parti travailliste ou le Parti conservateur, même chez les petits, hein, votre parti, le Green Party, avec un spot électoral, hein, votre parti a 1000 paquets, le spot cartonne dans les réseaux sociaux. Regardez. Like it? It's been #1 for about 200 years. But across the country, people are standing up to change the tune. Voilà, change the tune. Faut changer la politique, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on a fait avec notre spot, oui, c'est quelque chose de léger, mais avec un message, oui. C'est quoi le message principal? Le message principal, oui. C'est quoi qui vous différencie par rapport aux grands partis traditionnels, comme le Parti travailliste? Dans cette élection, ce que nous disons, c'est que l'austérité, ce n'est pas le jeu. On doit investir aux gens, on doit investir au futur. Et ce n'est pas seulement une question de le déficit, etc. On doit investir. Et c'est le futur qui compte. Richard Corbett, sur le front de l'emploi, pourtant ça marche bien en Grande-Bretagne. 5,7% de taux de chômage et des jeunes qui se précipitent vers Londres pour travailler, ça marche bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois précaires, très précaires, et il y a aussi des grands problèmes dans nos services publics, en particulier le service de santé. Donc on a pu augmenter le nombre, mais sur le dos de créer d'autres problèmes. Et quand on parle d'austérité, nous aussi, Parti travailliste, on est contre l'austérité, mais pas en disant en même temps que le déficit, on s'en fout. On sait qu'un déficit trop grand, en augmentant les dettes, après un certain temps, la plupart de vos recettes fiscales partent pour repayer les dettes et les taux d'intérêt, au lieu de financer les services publics et l'investissement. Donc il faut un équilibre là. Il faut diminuer le déficit, mais pas en coupant toutes les dépenses sociales, pas du tout. Plutôt aussi en augmentant la fiscalité sur les plus hauts revenus. D'accord. Alors sur l'Europe, David Cameron a promis un référendum pour ou contre le maintien de son pays, donc la Grande-Bretagne, dans l'Europe. Est-ce que vous pensez sérieusement que le Royaume-Uni a un avenir en dehors de l'Union européenne? Jane Lambert. Je crois que c'est tout à fait possible qu'on va quitter l'Europe. C'est possible? C'est possible. C'est pas un jeu. Si on voit ce que disent les partis conservateurs, UKIP, etc., et aussi le grand public, c'est vrai qu'il y a quelquefois une majorité, presque une majorité. Vous sentez, vous, la population britannique, eurosceptique ou anti-européenne? Oui, je crois que c'est possible. Et c'est aussi possible que si on regarde qui vote dans l'élection, et peut-être aussi dans le référendum, c'est plutôt les gens plus âgés qui sont plutôt contre l'Europe et pas les jeunes qui sont plutôt pour l'Europe. Donc, si on peut faire quelque chose comme dans le référendum en Écosse, par exemple, où il y avait plein de monde qui était allé voter, alors peut-être il y a un autre résultat. Mais c'est tout à fait possible, à mon avis. Richard Corbett, vous êtes effrayant, hein? Aussi pessimiste que... Il y a un risque, mais quand même, ce serait le suicide économique et un désastre politique. Donc j'espère qu'on va quand même se ressaisir. Ce que cherche Cameron, c'est d'unifier son parti qui est très divisé sur l'Europe. Il y a une aile qui veut quitter, une aile qui pense que tout ça, c'est fou. Alors il dit qu'on va voir ça après, on va renégocier et on va faire un référendum. En fait, ce qu'il demande, c'est 2 fois du chantage. Il va d'abord dire aux autres pays européens, changer l'Europe comme ça, où on quitte, et c'est vrai, hein? Ensuite, il va dire aux Britanniques qu'il faut accepter ce nouvel Europe que j'ai négocié ou quitter. Le statu quo ne sera pas sur le bulletin de vote ou une autre série de réformes. Ce sera l'Europe de Cameron, conservateur,
ou rien. Et à ce moment-là, il va dire il faut accepter ce que j'ai négocié parce que quitter, ce serait quand même la folie. On parlait aussi de l'émergence de ce parti UKIP. Est-ce que c'est un parti populiste comme les autres? Je rappelle à nos téléspectateurs que oui, mais Nigel Farage ne veut pas faire de groupe ici au Parlement européen avec les élus du Front National. Est-ce que c'est comme les autres ou il y a une différence? Ils sont très similaires de maints points de vue au Front National. Évidemment, pour des raisons tactiques, ils ne veulent pas s'allier. C'est vrai ici au Parlement européen pour une grande partie des partis d'extrême droite. Ils prétendent tous qu'ils n'ont rien à faire avec les autres. Les autres, c'est les extrémistes, nous, c'est des modérés. Ce n'est pas tellement vrai. Je vous voyais réagir dans le sujet de Rim Benhammer quand le candidat du parti UKIP parlait de racisme. Oui, ils ont toujours même chose. Si on parle, ils réclament que si on parle de l'immigration, on est nommé raciste. Non, c'est pas vrai. C'est comme on parle de l'immigration si on est raciste. Et je crois que 2 ou 3 ans avant, c'était clair que ça, c'était le mouvement de UKIP. Maintenant, ça a changé. Et ils ont changé, ils ont changé le maire de tune, changé la chanson, mais ils ont plein de problèmes dans le parti parce qu'il y a vraiment des gens qui sont tout à fait contre l'immigration, qui sont tout à fait contre les immigrés, et il y a des autres qui ne sont pas comme ça. Donc, c'est divisé. On aura compris que ce sera donc un thème de campagne principale pour ces élections législatives en Grande-Bretagne qui auront lieu le 7 mai prochain, je le rappelle. Jean Lambert, merci d'avoir accepté notre invitation. Richard Corbett, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de terminer cette émission avec ces images. Un groupe de défenseurs des droits de l'homme a organisé un rassemblement et une veillée devant le Parlement européen à Bruxelles, en mémoire des migrants qui ont péri en Méditerranée dans le naufrage de leur navire. Certains ont apporté des fleurs, d'autres déposé des bateaux en papier sur le sol, tout en appelant à une ouverture des frontières. Voilà, c'est la fin de cette émission. Au nom de tous ceux qui l'ont préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires.